Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Il faut s'y faire, épisode un peu spécial puisque nous allons en compagnie de charmants invités passer en revue toutes les sorties du mois d'octobre, en tout cas les sorties qui nous ont marqués, nos coups de gueule, nos coups de cœur, les choses qui nous ont hérissé le poil et donné le frisson. On va en parler avec Sébastien. Salut. Salut, Nico, Salut. un homme qui sera dans le coin de la pièce comme ça, qui sera notre Annabelle à nous, qui sera une espèce de poupée placée dans la pièce. Je ne peux pas vous donner son nom, ce sera un chroniqueur anonyme qui sera comme ça dans la place et qui interviendra pour placer quelques noms comme ça. Avec nous aussi Vincent. Salut Vincent. Bonjour à tous. Fidèle, avec le petit coca. À côté de Vincent, on a Francesca. Bonjour. Salut Francesca, qui nous vient tout droit d'Italie, comme vous l'entendrez. Et à côté de Francesca, on a Arnaud. Bonjour, bonsoir. On va revenir sur les sorties du mois d'octobre. Avant tout, j'aurais voulu, je pense, parler des deux gros événements du mois d'octobre, à savoir le Fincher et le Dolan, ou le Dolan. Pour nous, ce sera Dolan, comme la dernière fois. Voilà les amis, donc on peut commencer par la lettre D, donc Mommy. Tu l'as vu Oui. deux fois si tu Je l'ai l'as vu à Cannes. également 2 fois, la première fois à Cannes et de retour à Paris, j'ai tenu à le revoir aussi parce que ça fait partie des films que j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est les deux seuls films, peut-être que c'était un peu, comment dire, trop de dire ça, cher payé de le dire, avec le film des Dardennes, à la sortie duquel j'ai dit ah c'est la Palme d'Or. Et je sentais qu'il y avait quelque chose et que quelque chose s'était passé dans la salle, enfin, comme beaucoup de films aussi, mais plus sur celui-là, même les personnes avec qui j'étais, les amis avec qui j'étais pour cette séance-là, on était tous, on est resté un petit peu après à la sortie, on en avait parlé, ça nous avait fait très forte impression. Voilà, ce qui m'intéresse, voilà ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à, enfin en plus ils sont sortis le même jour, mais comparaison avec Gone Girl, c'est que voilà Gone Girl, autant fait partie de ces films-là, donc comme je disais, plutôt de scénarios très écrits, où moi personnellement j'ai eu besoin de le revoir une deuxième fois pour vraiment rentrer dedans, encore mieux saisir les subtilités et l'aimer davantage. J'ai aimé Gone Girl davantage la seconde fois, alors que Mommy, j'étais resté sur ma très bonne impression comment dire, de Canoise, et que le revoir, ça finalement, la magie était passée, ça ne me faisait ni chaud ni froid. Pour autant, j'étais pas dans le déni en me disant c'est quoi cette merde. Enfin, j'étais conscient, je faisais confiance à mon impression première, et je pense que dans beaucoup de films, c'est celle-là qu'il faut. Mais parce que tout simplement, je pense que un vrai film de cinéma, pour parler de manière plus générale, est fait pour être vu dans une salle de cinéma en grand écran une seule fois, et que c'est cette première impression qu'il est intéressant de se fier. Et comme c'est un film qui fonctionne beaucoup sur le ressenti et l'impression, plus que sur les intrigues d'un scénario où il faut rentrer dedans, où il faut intellectualiser, comprendre, être dans l'intrigue des personnages, ça fait partie de ces films où pour moi il faut vraiment pouvoir... c'est un film qu'on aime ou on n'aime pas dès la première fois, après c'est trop tard, quoi. C'est comme une blague, quoi. La surprise est passée et après ça ne te fait plus rire, quoi. Ou alors il faut que le contexte soit différent, enfin bref. Mais donc pour moi, je fais confiance à ma première vision, et c'est toujours un film que même si après il me fait moins impression, ce qui est normal, et j'aime toujours beaucoup. Alors pour info, j'avais plutôt pas aimé, voire détesté, voire j'avais gardé même une position très neutre, voire très mauvaise sur ses précédents films de Dolan. Autant celui-là, donc j'ai beaucoup aimé parce que le simple pour moi fait d'avoir osé installer cet écran carré déjà installe une autre réalité entre la réalité fictionnelle, scénaristique du récit et le spectateur. Il y a encore un autre filtre, on va dire. Donc, c'est-à-dire que déjà c'est un signal pour nous, pour nous spectateurs, de nous dire il y a autre chose à voir que la simple histoire, il faut... voilà. Donc déjà, moi spectateur, ma première réaction c'est ça, donc je m'intéresse à ce qu'il y a avant entre ça. Et voilà, l'impression que peut-être d'autres personnes ont eu aussi, c'est que voilà, ce cadre finalement isole beaucoup ces personnages. Il isole ces personnages, et du coup on a... Voilà, après, moi j'ai éprouvé de la compassion pour eux. Je trouve que c'est celui où les personnages, pour moi, sont le plus vivants, le plus réel.
parce que les effets de mise en scène accompagnent vraiment plus le chemin des personnages. Sa mise en scène est plus intelligente dans ce sens-là, alors que je me rappelle pas de ce qui arrive ce qui arrivait aux personnages de ses précédents films. J'ai vu, oui, quelque chose de joli, mais une fois le film fini, bon, voilà. Enfin là, il y a des émotions très fortes qui me restent, qui me reviennent, qui sont... Parce que je l'ai vraiment vécu avec les personnages pour la première fois dans un de ces films. Alors que d'habitude, j'étais toujours un petit peu agacé par des effets qui venaient m'écarter des personnages, et là, non. Au bout d'un moment, j'avais envie de dire à d'autres personnes qui, encore une fois, n'avaient pas aimé ce 5e film de Dolan, oublier un petit peu, oh, mais c'est encore du Dolan, ça ressemble à ce qu'il a déjà fait, et essayer de voir ce que ce film-là, pris indépendamment, dans le présent de la projection, vous fait. Bon, c'est peut-être un peu présomptueux de dire ça, mais voilà, essayer d'être plus dans le rapport direct à l'image. Est-ce que ce film est vraiment le meilleur film de ce jeune Québécois? Bon, pour ma part, non, mais on peut en parler. Pour toi, ce serait lequel le meilleur dans ce cas-là? Pour moi, c'est Laurence Anyways. D'accord. Je suis d'accord. Ouais. Voilà. Là, c'est Annabelle là, qui a parlé. Pour moi, c'est Laurence Anyways. Je trouve que dans celui-là, il y a une mise en scène un peu plus polissée et un peu plus lisse, même s'il y a des moments très beaux. Alors que Laurence Anyways, il y avait vraiment cette espèce de, je sais pas, de force, de fougue, qui est un peu moins présente dans celui-là. Alors moi, ce que tu appelles lisse, moi je trouve ça maîtrisé au contraire. C'est plutôt ce qui m'a plu. Pour moi, c'est plutôt mon préféré. En tout cas, celui qui m'a le moins énervé, parce que Dolan m'a toujours un peu irrité, c'est-à-dire que je trouvais qu'il y avait des tours de force, des bonnes idées, mais peut-être c'est le premier où il ne parle pas ouvertement d'homosexualité, je sais pas, il y a un côté moins nombriliste, un peu plus émouvant, je sais pas, moins ado, qui veut montrer toute l'étendue de ses idées de mise en scène, qui parfois étaient gratuites en fait. Je trouve qu'il y a moins d'effets gratuits et je trouve que tous... il y a plus de cohésion, et donc ça m'a beaucoup plus ému. C'est celui qui m'a le moins irrité, donc c'est mon préféré, même si je suis pas un grand fan de Dolan à la base. Ok. Moi je suis assez proche de ton avis en fait, Nicolas, parce que moi je suis convaincu qu'il rate un film sur deux en fait, Dolan. C'est-à-dire que j'avais adoré, comme beaucoup de monde, J'ai tué ma mère. J'avais détesté Les Amours imaginaires parce que je le trouvais beaucoup trop matu vu. Enfin, tout ressortait, tous les défauts que tu as énoncés là tout à l'heure ressortaient. Monsieur, je me regarde filmer, etc. Laurence Anyways, par contre, j'ai adoré. Et Tom à la ferme, m'a un peu déçu également. Donc j'attendais beaucoup de Mommy et finalement, j'ai pas été déçu. Et je suis d'accord avec Nicolas, c'est-à-dire que c'est un film. Moi, je trouve que c'est déjà un film somme en fait au final. Oui. Mais alors qu'il est encore très jeune, mais il y a quelque chose du film somme, et ce qu'on lui a reproché beaucoup, c'est-à-dire d'être très très ampoulé, d'avoir un style grandiloquent, tout ça. Moi j'adore, et je trouve ça dommage finalement que ses détracteurs se soient focalisés sur ce truc-là, parce que moi des films grandiloquents comme ça, j'en veux bien tous les jours, quoi. Moi j'ai pas vraiment de problème avec le côté les gens qui se regardent filmer. Je pense que Scorsese, il se regarde filmer au début de sa carrière. Je pense que Paul Thomas Anderson, il se regarde filmer, mais comme vraiment pas possible. Ouais. Peut-être juste moins dans The Master. Mais au début de sa carrière, c'est vraiment que ça. Et j'avais l'impression justement que ce qui faisait la force de Dolan, c'était ce côté-là, qui là est un peu plus en retrait, j'ai l'impression, dans Mommy. Il y a un côté mainstream de ce film. D'ailleurs, c'est son plus grand succès, je crois, déjà, en France en tout cas. En France, oui. Et au Québec aussi. Et au Québec également. Et oui, je pense qu'il y a aussi cette volonté de devenir populaire également. Moi, ma seule question, c'est est-ce que du coup, il a pas perdu comme ça je sais pas, une espèce. Il y a des moments où il y a un élan, il y a des. Moi, j'ai retrouvé la même énergie que dans Laurence Anyways. Vraiment, ça n'arrête pas. Non, mais je trouve que par rapport à Tom à la ferme, on pouvait peut-être penser ça. Il essayait de faire un thriller, il essayait de faire des choses, et donc on pouvait croire ça, se dire ça y est, là il se calme, et du coup il fait un truc un peu entre deux, un peu bizarroïde. Ah
Tandis que là, on retrouve la fougue des premiers, mais maîtrisée. Enfin, je trouve que ça parle plus. C'est moins. Quand je disais que c'était nombriliste, c'est pas forcément de montrer que le côté effet, c'est le côté plutôt effet gratuit. Je suis pas contre le cinéma maniériste, un peu baroque ou quoi que ce soit, mais moi j'aime bien Brian De Palma contrairement à toi, mais c'est juste que ça me paraissait plus gratuit parfois, certains ralentis, pour montrer une histoire d'amour ou un trio amour, par exemple, surtout les amours imaginaires, pour montrer au final quoi, oui, un tel qui aime un tel mais qui ne l'aime pas, enfin, je trouvais ça un peu triste. Là, je trouve que ça me paraissait plus fort, la relation avec sa mère était encore, je trouve que j'ai tué ma mère. Enfin, c'est tous ces films un peu scindés. Peut-être que ce qu'il va faire ensuite, ça va être très différent. Ça fait effectivement, il y a un côté étape. plus mature. Moi, je trouve qu'il y a un côté plus mature aussi, tout simplement. Et malgré cette grandiloquence, ce côté emphatique, c'est marrant parce que justement, je parlais de ce qu'on lui reprochait tout à l'heure, et ça me fait penser à la façon dont on critique des groupes comme Arcade Fire. D'ailleurs, ils sont canadiens aussi, et on reproche toujours à Arcade Fire d'en faire trop, d'être trop emphatique. Moi, j'adore ça. Et là, je trouve que vraiment, on est dans un summum de... Je crois qu'encore plus que Laurence Anyways. Je sais pas si on peut spoiler, je sais pas si on peut spoiler. On peut spoiler. Ouais, mais après, moi, je veux dire, une scène où le personnage principal, d'un seul coup, pousse les bords du cadre, comme ça, enfin, moi, j'avais jamais vu une scène comme ça au cinéma, et finalement, c'est une de mes plus grandes émotions cette année. Ouais, mais on est d'accord, moi j'ai beaucoup aimé le film, et ça c'est pareil, à ce moment-là, moi j'étais debout, les bras comme ça avec des banderoles, et il y avait que des vieux qui étaient complètement KO. Mais ça c'est très beau. Mais j'avais l'impression que dans Laurence Anyways, il y avait beaucoup plus de moments comme ça, qu'auparavant il y avait beaucoup plus de moments un petit peu plus grands, alors que là, peut-être qu'il a trouvé le juste dosage qui lui permet de toucher plus de gens, alors que peut-être que Laurence Anyways était... Moi je suis assez d'accord avec ça, justement. Autre chose sur Dolan? Pour revenir sur cette ouverture à un plus large public, justement j'ai trouvé dans Mommy qu'il y avait une espèce de force totalisante au niveau de l'émotion et au niveau du récit. C'est-à-dire qu'il nous met face à un récit qui se veut mature. Un récit qui commence avec une petite note inaugurale. On est en 2015, dans un Québec un peu futuriste, en tout cas un Québec que lui-même décide de politiser, donc il décide de politiser son film. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à tenir cette ligne-là. Pourtant, il part de ça. Et il part avec un sujet énorme, avec une mère, un fils, une voisine dépressive. Il y a une série comme ça de stéréotypes qui s'agitent devant nous, et tout est extrêmement maîtrisé. Et ce que j'aimais beaucoup chez Laurence Anyways, c'est que les stéréotypes sont là, mais il y a des trouées énormes dans le film, et ce sont des trouées d'air. Et dans Mommy, il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'air. Ouais. Je ne respire pas. Du coup, je ne peux pas pleurer si je ne respire pas. Donc pour moi, j'ai été étouffé par le Dolan. Alors oui, il y a des images fabuleuses. C'est ce qu'il veut en même temps. Mais tout à fait. C'est-à-dire en utilisant ce fameux format 1 sur 1. C'est ça. Mais le problème, c'est que l'émotion totalisante, je la déteste. J'ai toujours détesté Spielberg. Je n'aime pas le Dolan qui totalise mes émotions. Par exemple, pour moi, il y a une scène qui est absolument inutile. C'est, on va spoiler, c'est la projection de la mère avant le dernier voyage, pendant le dernier voyage, cette projection qu'elle a de son fils. Ce qu'elle aimerait que son fils soit, ce fantasme, qui est d'une horreur, d'une horreur de montage. C'est qu'une projection d'une mère. Non, mais je sais bien que c'est une projection d'une mère. Mais cinématographiquement, j'ai trouvé ça génial parce que c'est affreux. C'est affreux. Justement, je comprends qu'il y a de l'ironie. Pendant 2 secondes, quand j'ai vu ça, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il fait? Mais je sais que c'est une projection, mais je l'ai vu tout de suite que c'était une projection. Je sais que c'est pas ce qui arrive. On le sait, on le sent. Il y a un désastre à venir. Il y a un désastre à venir. On le sent. Moi, contrairement à toi, justement, je l'ai pas vu venir. Je l'ai vu venir, mais au bout quand même d'un certain temps. Parce qu'il avait fait des choses à peu près comme ça dans Les Amours imaginaires, quasiment. Enfin, franchement, parfois, ça ressemblait à ça. Donc je me suis dit, oh là, qu'est-ce qu'il nous fait ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce côté un peu, de scènes de rêve, un peu gluantes comme ça, avec de la musique et tout. Enfin, j'ai trouvé ça affreux.
Mais je me suis dit, il en serait capable. C'était un peu comme de se moquer de ses propres effets. Bah, je suis pas sûr qu'il se moque de ses propres effets. Il se moque, je pense, d'une très grande partie des films américains à l'eau de rose ou des Je sais films pas, un petit Je peu. sais pas. Je suis pas sûr qu'il y ait de l'ironie. Moi, au contraire, je pense que par rapport à beaucoup de films, y compris français ou américains, je pense que là, il est vraiment sincère. Moi, j'ai l'impression qu'il était sincère là-dedans. Je pense pas qu'il essaye de mettre le doigt sur une manière de raconter une histoire, sur des trucs de storytelling ou machin. Je pense qu'il y a vraiment le désir d'être avec cette mère, de montrer. Et ce qui fait peut-être que les mères dans l'assistance sont encore plus touchées, c'est-à-dire que ce qu'on souhaite pour son fils, c'est le meilleur. Et je suis pas sûr que... Je pense que c'est un effet, mais je pense pas que ce soit ironique. Moi, j'arrive pas à voir Dolan comme quelqu'un qui fait des trucs tu vois, pour se moquer. J'ai l'impression qu'il aime Oui, c'est trop le vrai. cinéma pour ça, Ouais. par rapport à la moitié des cinéastes français. Oui, ces effets sont toujours lyriques, sont jamais intellectuels. C'est toujours des effets pour montrer une émotion, quelque chose. Et là, c'est le cas. Et puis c'est encore pour servir un type d'émotion. Là, il sert quelle émotion? Nicolas l'a dit, il sert l'émotion des mères. Donc les gars, quelque chose comme ça où on redistribue les émotions comme ça dans différentes séquences. Et moi, j'ai trouvé ça assez désagréable. Et mettre Oasis Wonderwall, que je déteste comme chanson et comme groupe, et c'est le pire moment du film aussi. C'est cette espèce de zone elliptique et d'espace elliptique où il est en train de faire du skate et puis à côté on le voit mûrir entre guillemets avec la voisine. Je trouve ce moment très moche. Comment ne pas savoir narrer? Comment ne plus savoir narrer? Qui est quand même rattrapé parce que disait ça tout à Ouais, l'heure voilà, avec c'est- ce moi, truc-là, moi, qui je trouve que est quand justement, même vraiment... Du cadre qui oui, s'ouvre. qui est vraiment... cette année, honnêtement... Enfin, moi, c'est même pas une question de rattrapage. Moi, je trouve ça au contraire très maîtrisé, la façon dont il raconte voilà, ce fameux passage elliptique. Moi, je trouve ça très maîtrisé. Cette idée-là- Ça peut ne pas l'être dans certains films, mais là, en l'occurrence, ça marche. Moi, en tout cas, ça a marché sur moi. Cette idée-là d'ouverture du cadre, c'est une pure idée de cinéaste du muet. C'est-à-dire à l'époque où, dans le cinéma, les mecs qui faisaient du muet, ils osaient tout, quoi. Donc ils faisaient, tu vois, sur le surtout. Ça, c'est pas du tout une idée, tu vois, moderne, quoi. Moi, j'ai vraiment interprété, je me suis dit, il fait comme si c'était genre, je sais pas, Abel Gans, Napoléon, 3 écrans, c'est des idées, tu vois. Oui. Qui fait ça? Moi, j'aimerais juste noter que vous avez réussi à mettre en parallèle Abel Gans et Xavier Dolan. Oui, en fait, c'est un peu risqué peut-être. Ouais, non, comme moi- partie. non, justement, moi je Pas trouve au que niveau c'est esthétique, mais... Oui, mais c'est Oui. c'est pertinent Ah, mais c'est le parti pris de Oui. mise en scène par rapport au parti pris de mise en scène, puisque oui, Gans était voilà, quelqu'un qui expérimentait et qui avait des idées de cinéma. Et moi après, là, je vais voilà, citer quelqu'un d'autre qui, pour moi, a aussi des idées de cinéma et de mise en scène, c'est Albert Dupontel. Pour moi, c'est aussi quelqu'un qui essaye de manipuler toutes les techniques, chaque façon de pouvoir donner du sens à une mise en scène. Pour moi, c'est ça le travail de réalisateur, le travail de fond, c'est donner du sens à sa mise en scène. Et si vous dites que Dolan a réussi justement à injecter du sens dans cette mise en scène, ça me donne envie de finalement aller voir Mommy, que j'ai toujours pas vu. Très bien les amis, on peut passer peut-être sur un film qui est sorti le même jour que Mommy, à savoir Gone Girl, le dernier film de Fincher. Moi, Gone Girl, pour moi, c'est une leçon de mise en scène incroyable. Une leçon de mise en scène, de montage, et d'autant plus que le scénario... Alors, tout le monde s'est emballé sur le scénario. Si, quand même. Alors, Ouais. alors justement, le scénario est pas mal, mais finalement, quand on regarde bien, c'est rempli d'incohérences. En moi, en tout cas, mais en même temps, moi, justement, c'est là que c'est à ça qu'on reconnaît aussi les grands cinéastes. C'est que finalement, quand un cinéaste est capable de te faire croire à une histoire à dormir debout, par le montage, par la mise en scène qui est brillante, moi, je trouve que c'est gagné. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment ça. Parce que c'est marrant parce que Gone Girl, je l'ai vu juste après un film totalement insignifiant, par contre, qui s'appelle Avant d'aller se coucher, je crois. Avant d'aller dormir. Avec Nicole Kidman. Ouais, avec Nicole Ah Kidman. oui. Et moi, en fait, j'ai pas fait autrement j'ai pas pu faire autrement que de penser au scénario de ce film, parce que finalement, c'est quasiment... C'est le même type de scénario pour moi, à part peut-être, il y a évidemment, le scénario de Gone Girl est quand même un peu plus poussé dans la mesure où effectivement il y a également tout ce sous-texte politique sur les États-Unis, sur la manière
les médias manipulent les gens, etc. Mais au-delà de ça, pour moi, le scénario de Gone Girl, c'est pas autre chose qu'un espèce de scénario de roman de gare, quoi. Enfin, en un sens, mais c'est d'une telle maîtrise par la mise en scène, par le montage, par la façon de raconter cette histoire, que moi j'ai été tout de suite pris. D'accord. Non, moi, le scénario, je trouvais que c'était un des points forts du film par rapport, par exemple, qu'il faisait un grand film. Moi, j'ai jamais été un grand fan de Fincher avant. Je trouvais, peut-être, je vais encore parler de fioriture, de mise en scène. Pas subtil non plus, dans Fight Club, tout ça, j'ai jamais adoré ces films-là que, bon, peut-être toute une génération de gens adorent. Oui, je trouvais ça assez convenu. Et il y a toujours ce twist final. Là, le twist, il est en plein milieu. Moi, j'ai eu très peur à ce moment-là du twist, avant de comprendre que ce n'était qu'une partie du scénario. C'est ça que j'ai aimé, et que ça partait sur d'autres choses, et que voilà, c'était beaucoup plus subtil, finalement, que ses précédents scénarios, qui étaient un peu ado, ou le côté justement vision de l'Amérique, tout ça dans Fight Club par exemple était plutôt caricatural. Zodiac alors je connais pas tout David Fincher du coup parce que j'en étais un peu dégoûté. Zodiac est un tournant, je suis bien d'accord. J'ai pas vu Zodiac, on en a parlé avec Vincent Benjamin Button. Non, il y a une erreur, Benjamin Button, c'est quand même une erreur de parcours. Je sais dans sa durée, il ne tient pas. Il ne tient pas sa forme dans sa durée. Oui, c'est ça. C'est un peu le problème. Je pense que Benjamin Button, finalement, c'est justement la porte vers Gone Girl maintenant et vers le cinéma. Je pense que Fincher va faire. C'est-à-dire qu'il est sorti de la case Fight Club, de la case Seven, de la case The Game, c'est-à-dire les thrillers à rebondissement et tout ça. Et je pense que Benjamin Button, ça a été une porte pour lui, et Social Network, qui, je le répète encore une fois, ici, est pour moi le Citizen Kane du XXIe siècle. Dans le scénario. Et dans tout, pour moi, dans tout. Mais j'en ai déjà parlé. Le Citizen Kane n'est pas un si bon film que ça. C'est vrai qu'il est passé deuxième au classement de la British Film Institute. Mais je veux dire dans le sens où c'est Citizen Kane, dans le sens où ça dit quelque chose sur l'époque. Comme Citizen Kane disait quelque chose sur l'époque à laquelle ça avait été fait, sur la presse. Et là, Social Network dit quelque chose sur la jeunesse, sur nos rapports sociaux et sur beaucoup de choses, mais on ne peut pas le voir maintenant parce qu'on est con. Mais je pense qu'il y a eu, depuis quelques années, des films qui ont permis à Fincher de sortir un peu de sa case. Mais là, il utilise les codes du thriller et des twists pour raconter quelque chose de plus intéressant, quoi. Le couple d'aujourd'hui qui se prend en photo, qui se met sur Facebook, quoi, un peu, enfin, qui est complètement faux, qui est basé sur l'apparence, enfin voilà. Et je trouvais ça vraiment plus intéressant. Moi, ça m'a fait penser, par exemple, à du Fritz Lang, quoi. Il y a une tentation de Fincher qui est le cynisme, depuis House of Cards, série que je n'aime pas du tout. Et là, on pourrait aussi lorgner vers le cynisme. Mais il y a du ludique. Et le ludique, il vient de ces rebondissements. Il vient de ces moments totalement aberrants. On en revient à ces aberrations scénaristiques. Et puis c'est adapté d'un roman. De toute manière, il adapte quasiment que des romans où il fait écrire les scénarios. Il écrit très peu, participe à l'adaptation. Mais c'est vrai qu'il aime ces retournements de situation qui rendent le film ludique. Et le film, au final, n'est pas si sérieux que ça. Et c'est ça qui est vraiment captivant. C'est qu'on n'est pas uniquement dans une vision pessimiste, cynique de l'Amérique, des rapports humains. Cette vision, elle est là. Et Fincher, il l'a toujours eu, et il l'a de plus en plus amèrement, parce que... Mais il ne nous assomme pas avec. Voilà, il ne nous assomme pas avec. Parce que dans l'énergie de la mise en scène, dans le montage qui a été relevé précédemment, il fait quelque chose d'assez monumental. Et j'ai revu Millennium, que j'avais un petit peu déprécié à la sortie, et en fait Millennium c'est un incroyable film aussi. Ah, d'accord. Mais vraiment. Et sur la question de l'image, de la photographie, Millennium est une œuvre un peu charnière, contemporaine. En fait, il y a un autre point positif pour Gone Girl, c'est, je crois que c'est la première fois que j'apprécie vraiment Ben Affleck dans un film. Oui, vraiment. Non, mais parce que je le trouve vraiment insignifiant comme acteur. Comme beaucoup de monde au final, mais là, en l'occurrence, ça va avec son personnage. Donc c'est non, c'est. Oui, mais moi j'allais te dire, il joue pas vraiment Ben Affleck. Mais justement, il ne joue jamais, mais là, son personnage est insignifiant. Il est pâteau. Il est pâteau. Voilà, c'est le mot, il est pâteau et il est parfait dans le rôle finalement. Moi, je suis pas un grand connaisseur de Fincher plus que ça. Je sais
pas dans quelle mesure il a lui-même été l'auteur de ces scénarios, de ces films précédents ou non, ou des adaptations. Pour celui-ci, donc, j'ai pu remarquer que c'était l'auteur du roman original qui était donc l'adaptatrice, enfin, l'auteur du scénario entièrement. Gillian Flynn. Voilà exactement. Gillian. Gillian. J'aime bien dire Gillian Anderson. C'est à cause d'elle que j'aime ce prénom. D'accord. Et donc, je ne sais pas dans quelle mesure ils en ont parlé ensemble, bien sûr, mais étant donné qu'elle était créditée seule au générique pour le scénario, je me dis, voilà, c'est un film de Fincher, évidemment, bien sûr, mais pas dans le scénario, de fait. Et du coup, j'ai vraiment apprécié donc, la qualité, je ne connaissais pas du tout Gillian Flynn, mais la qualité du scénario qui se ressent vraiment dans la réalisation, enfin, on la sent, elle est là. Et le talent d'écrivain de Flynn aussi, parce que écrire des personnages avec cette psychologie-là fouillée, les caractériser, donc ça demande un vrai talent d'écrivain. Voilà, c'est-à-dire que on voit aussi, je veux dire une banalité, mais à quel point être scénariste est un métier, enfin, comment dire, avoir de vraies qualités littéraires d'écrivain, pas dans le sens écrire de la belle littérature pour un scénario, mais est importante pour l'écriture de scénario, basiquement. Et moi, ce que je reprochais à ce film, je crois qu'il fait déjà 2h30, un truc comme ça, qui vaut aussi peut-être une raison pour laquelle les gens, on peut l'apprécier aussi, c'est, enfin moi c'est mon problème avec ce genre de film, il est très haletant, il court beaucoup, et évidemment on est pris dans cette enquête, dans cette aventure, et c'est bien, ça marche quelque part parce qu'on n'a pas le temps de respirer avec ça. Mais il y a beaucoup de détails qui nous assaillent. Moi, je l'avoue que je suis allé le voir deux fois en fait, pour vraiment rentrer dedans. Et un point de vue personnel, c'est que j'ai du mal, je connais peut-être pas suffisamment bien Fincher et peut-être que je suis pas encore assez sensible à ce genre de cinéma hollywoodien où tout se joue en fait d'un film à l'autre dans le détail, dans l'humour noir que peut paraît-il avoir Fincher, voilà, où d'autres ont plus une comédie différente. Mais j'ai encore du mal à faire la différence entre ce genre de film et d'autres films dits classiques hollywoodiens, américains. Donc pour moi, c'est encore un film qui, bon, ce n'est qu'un point de vue subjectif, mais qui manque de cette personnalité-là et qui m'a demandé j'ai été obligé, moi, d'aller le revoir une deuxième fois pour vraiment l'apprécier encore mieux. J'étais vraiment moins accroché qu'avec Zodiac, quoi. J'ai trouvé que, enfin, Zodiac, Millennium, etc., comme on a dit l'autre fois, il y a vraiment une nouvelle, une approche de Fincher d'un cinéma vraiment très, qui va dans le policier, comme ça, dans les enquêtes, les faux semblants, les apparences. Et moi, ça m'intéresse beaucoup. Mais là, j'ai été moins transporté qu'avec ces autres films-là. Même Millennium, que du début à la fin, qui m'a subjugué. Là, avec celui-là, j'étais plutôt mal à l'aise. Ouais, j'étais pas... Je sais pas si c'est le problème du fait qu'il soit peut-être trop maîtrisé, comme tu disais, mais non, j'ai pas été hyper transporté. C'est pour ça que ce que j'ai aimé avant tout, moi, c'est le talent d'écrivain de Gillian Flynn. Après, évidemment il est évident que n'importe quel réalisateur qui a un peu un nom ou de l'expérience comme Fincher va savoir retranscrire ça à l'écran de manière, ne serait-ce que correcte, au moins intéressante, avec un point de vue particulier. Après, j'ai du mal à voir encore... après c'est très personnel encore une fois, mais cette histoire ne m'a pas bouleversé. Enfin, l'histoire est touchante et on rentre facilement dedans, il n'y a pas de problème, mais elle ne m'a pas intimement touché. Après, je ne sais pas si c'est vraiment d'ordre personnel ou si c'est parce que cette réalisation, effectivement, manque de personnalité et désincarnée. Et voilà, j'ai l'impression que c'était avant tout une histoire romanesque encore. Moi, je me permets d'ouvrir, et du coup, même en dehors du film, je trouve que Arnaud pose une question plutôt intéressante, c'est-à-dire, c'est quoi une adaptation réussie au cinéma ? Il y a le problème de l'appropriation. Si le cinéaste ne s'approprie pas l'histoire pour la transcender, ça ne sert à rien. Sinon, il fait un truc littéral, comme Harry Potter, tous les Harry Potter aussi Parfum. Oui. Je pense que c'était vraiment très nul comme adaptation, parce que c'était vraiment très littéral. Le Parfum, esthétiquement, il y avait quand même des... Oui, je me souviens plus du réalisateur, mais il y avait quand même des beaux plans. Esthétiquement, il y avait quand même quelque chose qui était... Oui, mais c'était un peu banal d'après moi, dans le sens que c'était vraiment montrer ce qui est écrit. Donc justement, quand on passe d'un moyen à l'autre, il faut être... ça doit être pas obvious,
évident. Bon, oui, évident. Ouais. Quoi. Là, c'était vraiment... je pense qu'il faut faire un effort pour traduire les moyens. Quoi. Ouais. D'accord. Inventer quelque chose, c'est pas justement que tu montres ce qui Ouais. est écrit, sinon Quand- ça va pas le coup. Non, moi je dis toujours, quand on veut parler d'adaptation réussie, on regarde, on va dans le passé et on regarde Shining de Kubrick. Sinon, Lolita. Aussi. Oui, je aussi. pense que Lolita, Parce c'est vraiment que- merveilleux. Et Ouais. tous les films de Kubrick à partir Oui. des Sentiers Ouais. de la Gloire, en fait, Il sont a surtout un des talent adaptations. pour Surtout ça. des adaptations. il a un Et c'est talent. du Kubrick Oui. malgré tout à chaque fois. Pour moi, on n'a jamais réussi Mhm. une adaptation de la manière. On s'est jamais approprié une adaptation comme Kubrick a su se réapproprier Oui. les livres pour en faire des films personnels. Il y a toujours, j'ai l'impression que les cinéastes, ils n'arrivent pas justement à transcender l'œuvre. Et Shining, pour moi, c'est l'exemple le plus marquant parce que Stephen King l'a vraiment. Il a dit je veux plus voir ce film. Il a même refait une adaptation lui-même. Ouais. Et, Affreuse. affreuse parce que littéral pour le coup. Et affreuse et pour moi oui c'est ça. Tu veux réussir une adaptation mais tu dois t'approprier le récit pour en faire un nouveau truc. Oui. Sinon ça sert à rien. Sinon tu fais du littéral, tu fais un truc de commande, tu fais du Harry Potter. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi de Truffaut, qui est né de Bradbury. Fahrenheit. Fahrenheit. Oui. Ça, j'ai trouvé d'une façon très différente, mais quand même réussi, dans le sens qu'il y avait vraiment un travail de la part de Truffaut. Mais aussi, Truffaut est un autre qui fait ça très bien, parce que on pense que Jules Jim vient d'un livre, Oui. mais ça porte vraiment l'esprit du livre, et pas Ouais. vraiment montrer le livre. Quelques mots sur Léviathan, qui a eu le prix du scénario à Cannes. J'ai encore du mal à parler de ce film finalement parce qu'il m'a hanté. Mais Est-ce qu'on peut me dire, d'une ça parle, manière- mais- ça parle de quoi? Parce que moi je vois des trucs avec des squelettes de poissons. Alors, Alors c'est assez difficile de tout résumer parce que les choses s'enchaînent avec un grand naturel. Tu pars d'une situation au départ et à la fin du film tu te dis mais comment on est arrivé à ça. c'est ça. ouais. Ça s'enchaîne. C'est un film sur la Russie d'aujourd'hui et qui fait peur, en gros, pour résumer. D'accord, donc le film préféré de Poutine. Je sais pas justement si c'est son film préféré. Je suis même surpris que le film ait reçu des financements. Je sais pas comment il s'est monté, oui, c'est vrai que Je c'est sais quand pas même- comment parce ce que- film parce ouais. que c'est une critique, mais vraiment assez. un peu hallucinante, un peu caricaturale un peu parfois aussi, caricaturale, quoi. mais quand même hallucinante de la Russie d'aujourd'hui, du système politique. Et je sais que par rapport à ce film, il y avait deux interprétations possibles, dans le sens où des gens qui se demandaient, voulaient voir en tout cas, est-ce que c'est la Russie oligarchique des dirigeants qui était présentée, donc on va dire la Russie actuelle d'aujourd'hui, qui est présentée comme oppressive de cette population, ou est-ce que, comme je le pense et comme j'ai l'impression, comme je l'ai reçu en tout cas, on peut faire abstraction de ça et se dire aussi, c'est un aspect général, universel à la Russie millénaire, plus général, de cette question que j'aime beaucoup moi, d'enracinement, qui fait partie de l'âme russe, qui est présente chez beaucoup de cinéastes russes aussi. Il est vraiment un grand cinéaste qui, je pense, j'ai beaucoup envie de voir ses prochains films. Et oui, bien sûr, c'est un film qui parle de la Russe et ça vient dehors, la culture russe de Dostoïevski, mais aussi tous les côtés cinématographiques de Tarkovsky, ça se relie vraiment à cette tradition. Mais aussi, il y a quelque chose de très beau qui est les liens entre l'état d'âme du personnage et l'espace et la géographie. Et il est filmé d'une façon grandiose. Il y a un rapport entre la mer, je sais pas, les toutes premières scènes et les dernières scènes sont d'une beauté immense. La façon dont il filme la nature est une façon très puissante que seulement un point de vue vraiment russe pourrait le faire. J'ai pas vu des autres cinématographies nationales qui font ça avec la nature. Bien sûr. Et donc aussi cette impuissance de l'homme face à la nature, face à la violence de la nature qui devient un peu la violence de la société. Oui. Cet homme qui à la fin n'a plus rien, qui perd tout, et ça a une ampleur énorme. C'est un film qui est très ambitieux, mais qui arrive à dire tout ce qu'il voulait dire. Oui. Vraiment, il nous raconte une nation, l'histoire d'une nation. Pour moi, c'est une tragédie moderne ce film. Je sais pas si. Ouais, c'est bien dit. Moi, je sais pas trop quoi en penser non plus. Parce qu'il y a cet aspect un peu caricatural du politicien véreux, enfin du petit notable, c'est quoi d'ailleurs je me rappelle même plus qui le maire. C'est le maire lui Oui, ou c'est le petit gros là. C'est le maire, oui, c'est le maire de la ville. Voilà, qui est complètement corrompu. Bon, il y a
qui est un peu joué de manière caricaturale, mais qui est peut-être un vrai personnage. C'est des personnages qui doivent exister en Russie. Enfin, je connais pas assez la Russie pour dire si c'est caricatural ou si c'est vrai. Donc c'est là la difficulté du film. Est-ce que c'est une grosse caricature ou pas? Mais il n'y a pas que ça dans le film en fait. C'est un élément du scénario et c'est pour ça que c'est quand même un très beau Au-delà film. de l'aspect politique, c'est une vraie descente aux enfers, quoi. Enfin, Voilà. moi, c'est un film qui m'a fait penser, mais d'ailleurs, je crois que j'ai dû le lire quelque part, mais moi, ça m'a fait penser également quand je l'ai vu, au film des frères Cohen qui s'appelait A Serious Man. Et finalement, moi, j'ai pensé à ça parce que c'est exactement le même principe d'un homme, mais enfin, voilà, c'est la descente aux enfers d'un homme qui n'a pas de chance, qui a d'un seul coup pas de chance avec tout, avec sa famille, avec son avocat, enfin, voilà, c'est et oui, voilà, c'est raconté, ça dure 2h30, on s'ennuie pas une seconde, et non, c'est excellent. Ça méritait le prix du scénario ou pas? Oui, du scénario particulièrement. Parce qu'effectivement, on s'ennuie pas une seconde parce qu'on ne voit pas venir les choses. C'est vrai que là, on vous spoil un peu du coup le film. En fait, il faudrait qu'il n'y ait aucun résumé parce je trouve qu'on voit pas les choses venir. Et cette descente aux enfers, finalement, elle se fait avec un grand naturel. D'accord. Les choses s'enchaînent de manière assez incroyable. C'est ça qui m'a sidéré. Et puis la photographie, la mise en scène aussi, qui sont Bien sûr, très réussies, quoi. D'accord. En film un peu de l'Europe du Nord. Quelques mots peut-être sur The Tribe. Je trouve que l'année 2014, de mon côté, était peu riche en émotions cinématographiques par rapport à 2013, dans une moindre mesure. Et je trouve que The Tribe m'a réveillé un peu dans cette année un peu terne. Je trouve que là, il y a eu un pari qu'il a fait justement de faire un film où il n'y a pas les mots, il n'y a pas la parole. Et ça vraiment redonne un peu la force, la puissance de l'image. Et vraiment nous rapproche à une certaine pureté de l'image. Pour moi, ces films-là se rapprochent à tout un peu la nouvelle vague roumaine, par exemple le cinéma de Cristian Mungiu. Je pense que ce type de pays ont vraiment quelque chose à nous dire par rapport au travail, à la sobriété de l'image. Donc il n'y a pas de commentaires, par exemple, je sais pas, c'est quelque chose de très sobre, mais qui vraiment arrive directement à l'émotion. Ce que j'aime dans ce type de film, qu'il n'y a pas de commentaires, il n'y a rien qui soit redondante. C'est tout là, tout carré, mais vraiment puissante. Il y a une puissance qui relève vraiment à la forme pure du cinéma. C'est tout l'inverse. Ça a été l'une de mes premières haines cinématographiques. Si par erreur j'ai été voir 3 Days to Kill, tu vois, produit par Luc Besson et réalisé par Mac G. Mais à part ce film-là, tu vois, aucun film n'a fait cet effet-là cette année, quoi. Vraiment, pour moi, c'était la caricature du film marketé pour les cinéphiles de cinéma d'auteur de Paris, quoi, tu vois. Enfin, c'est vraiment ça, et je trouve que rien ne fait sens, quoi, dans les choix du metteur en scène. Par exemple, donc déjà, le premier point, c'est le côté marketing qu'il y avait sur les sourds et muets. Oui. Donc, tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu disais que la langue des signes, le fait que tout le film soit en langue des signes, vous avez trouvé ça génial. Je vous attaque personnellement, hein, mais non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais moi, j'ai eu l'impression, au contraire, de voir un film en langue étrangère sans sous-titres. De voir un film japonais, de voir un Yasujiro Ozu sans sous-titres, quoi, tu vois, voilà. Je trouve que cette idée qu'ils ont eue de dire non, on mettra pas de sous-titres, j'ai trouvé que c'était juste du marketing et que ça n'avait aucun sens. Parce que non, tu captes pas exactement tout du dialogue non plus. Alors effectivement, il parle avec les mains, mais c'est pas. Il y a le langage corporel. Le langage corporel, je l'ai trouvé aussi très raté. C'est-à-dire, il y a des scènes de violence et des scènes de sexe. Toutes les 5 minutes, il y a une bagarre, une scène de sexe. Une bagarre, une scène de sexe. Le film, c'est que ça pendant 2 heures, sans aucun intérêt. Elles sont nulles. Quand ils se bagarrent, au début j'ai pensé que c'était un jeu qui faisait semblant. Non, c'est juste que c'est mal fait et que les acteurs font semblant. Alors il fait tout en plan fixe, il se dit les plans séquences ça fait bien à Paris, ça va bien se vendre les plans séquences. Donc il fait des plans larges comme ça et on voit les gens qui font semblant de se battre et on se dit ils font semblant de se battre. Non, en fait ils sont censés se battre vraiment. Donc t'as encore une fois ça ne dit rien. Les scènes de sexe c'est pareil. Nu frontal
mais caché, c'est-à-dire on voit jamais vraiment les sexes, mais c'est toujours en plan séquence, ils sont nus en face de nous, mais ils arrivent toujours à nous... Alors c'est pas que je tiens à voir leur sexe, je m'en fous, c'est pas ça, mais que du coup, ça fait pas naturel du tout. C'est-à-dire ils sont là, voilà, ils font semblant de faire l'amour, on voit bien qu'ils font semblant de faire l'amour, et on se dit, tiens, pourquoi ils font semblant de faire l'amour? Tiens, c'est marrant dans la vie comme ça, de se mettre nu comme ça avec une fille et de faire semblant de faire l'amour. Je veux Quel intérêt, quoi. je sais que je veux pas que ma copine ne prenne peur, je connais peut-être moins de choses sur le sexe, mais moi j'avais pas l'impression que c'était faux, personnellement. Mais attends, bien sûr que si. Enfin, le fait de. Tu vois, si tu fais les choses en plan séquence comme ça, enfin, je veux dire, enfin, c'est ridicule du coup, t'as envie de rigoler. Et les scènes de bagarre, c'est pareil, t'as pas cru aux scènes de violence. Les scènes de bagarre, je peux comprendre ce que tu dis. Bon, les scènes de sexe, qui sont pas si nombreuses que ça, Nico. Faut pas schématiser. Attends, il y a 50 scènes. Alors, il y a les scènes de sexe et il y a les scènes de prostitution où on voit le personnage amener les filles à des camions. Dans les Il y en camions, a. oui. J'ai eu l'impression qu'il y en avait 50. Ça, il y en a beaucoup, mais il n'y a pas de sexe frontal. Enfin, c'est pas Catherine Breillat. On n'est pas dans un truc genre Anatomie de l'enfer. On va montrer des phallus pendant 3h30. Ça reste quand même relativement. Il y a vraiment. Alors, dans le attends. film, deux scènes. À quoi servent ces scènes de sexe? C'est-à-dire, elles sont pas émouvantes parce qu'elles sont filmées de loin, de manière froide. Ça coupe pas, c'est un plan séquence, donc tu as une tension dans un plan séquence. Quand la caméra reste comme ça et que tu les vois en face de toi, nus, donc c'est très bizarre. Je trouve ça très bizarre, ces choix de mise en scène. Et le choix de pas sous-titrer, c'est pareil. Alors, donc, ce que j'aimais bien, c'est ce que tu disais, mais c'est sur la langue des signes en général. Tu disais que c'était une langue où on était obligé de se regarder. Ça, c'est vrai, c'est beau. Je trouve qu'ils auraient pu l'exploiter, ce que tu disais. C'est-à-dire que dans la vie, peut-être on s'écoute parler, alors que eux, ils sont obligés de capter le regard parce que tout passe par la vision. Oui. Dans le film, je vois pas en quoi c'est là. Enfin, on a ça tout le temps. C'est-à-dire que dans des scènes justement de disputes qui sont pas de la bagarre, mais qui sont des scènes de disputes du coup qui sont orales, quoi, enfin où les personnages s'entendent pas. Quand une des filles, par exemple, tourne la tête, son ami la tient par le bras et la ramène dans son champ de vision. Quand les garçons doivent se parler pour faire quelque chose, ils sont obligés de se regarder, genre où est-ce que tu as mis mon argent. Enfin, moi, personnellement, le film, après, j'ai une manière d'aborder des films qui est très étrange. C'est-à-dire que pour moi, Quentin Dupieux, il fait des films que tout le monde devrait comprendre. Enfin, moi, tu vas pas me dire, moi j'adore. Non, mais dans le sens. Mais il aime Gaspard Noé. Je suis pas clair. Non, c'est pas ça, mais je veux dire, pour moi, dans le sens, ce que fait Quentin Dupieux quand il fait Robert ou quand il fait Wrong, pour moi, c'est des trucs qui sont pas surréalistes, c'est des trucs réalistes. Il y a vraiment un sens, c'est pas genre, ouais, il veut faire le marrant. Donc, moi, par exemple, ce Tribe, sans sous-titres, sans rien, j'ai entièrement tout compris. Non, mais j'ai aussi compris ce qu'il y avait à comprendre. C'est l'histoire d'un garçon qui va dans un internat où il y a des filles qui se font prostituer et à la fin, il tue tout le monde. Bon, alors, qu'est-ce que ça raconte? Rien. Ça raconte. Et pourquoi? Est-ce qu'il y a un lien avec le fait qu'il soit sourd et muet? Pas forcément. Ça raconte rien. Moi, j'aurais été très. Enfin, l'idée, en plus, moi, j'ai été un peu énervé par ce film parce que moi, l'idée me touchait beaucoup, le concept. De voir un film sans dialogue parlé, mais dans cette langue des sourds et muets, mais il aurait peut-être fallu que ce soit sous-titré pour que, du coup, comme t'apprends des mots d'anglais, t'apprends des mots de japonais quand tu vois un film japonais sous-titré, tu vois. Enfin, je sais pas. Là, je trouvais que ça nous excluait du film pour nous dire voyez ce que vivent les sourds et muets quand ils vont au cinéma et que c'est pas sous-titré. Tu vois, j'avais l'impression de sentir ça. Et je trouve que ça racontait rien parce que la mise en scène est très laide. La photographie est grisâtre, mais même pas grisâtre jolie, tu vois. Grisâtre moche, grisâtre avec de la... Les films d'Europe du Nord, quoi. C'est-à-dire que. Bah non, c'est un film Elena, qui peut avoir un beau. Et bah c'est très beau, mais ça n'a rien à voir. Ah oui, moi pour moi c'est très. Bah justement, ou bien comment il s'appelle? Barbara aussi. Le film Léviathan. C'est le même réalisateur qu'Elena. C'est très. Enfin, la photographie est magnifique. Elle est grise mais magnifique. Là, il y a aucune. Les scènes de jour, il y a aucun travail sur la lumière. C'est très terne. Et les scènes de nuit nous mettent un gros spot pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Et c'est totalement faux. Donc il y a un mélange de choses réalistes, de choses fausses. Les scènes de violence sont fausses, les scènes de sexe sont fausses, on comprend... Enfin, ça ne raconte rien, c'est une série de choses faites pour choquer le spectateur qui a envie d'originalité. Voilà, ça se veut original. On va prendre des souris muets, c'est original. Tiens, on va faire des scènes de sexe et de bagarre. Voilà. Pour moi, c'est que ça. Un film qui, s'il voulait faire quelque chose sur le langage des corps, utilisé, c'est un peu comme ça qu'ils l'ont vendu. Il n'y aura pas de sous-titres parce que les émotions, ça se comprend sans dialogue.
des films muets on fait beaucoup mieux que ça grâce à la mise en scène. Le dernier des hommes de Murnau, il y a aucun surtitre et ça marche. Vincent, toujours aussi enthousiaste. On a fait le podcast après la séance. Je pense que c'était une erreur parce qu'on aurait dû le digérer avant. Mais, Oui, non, j'ai eu bien le temps de le digérer aussi, et, du coup, depuis le temps. Et il reste quand même assez ancré parce qu'il y a quand même pas mal de scènes très... Je n'aime pas trop utiliser ce mot, mais de scènes choc. Parce que... Ça montre la violence. Mais voilà, Ouais. c'est très Le violent. mécanisme de la violence. Et le fait qu'il filme, enfin que ce soit une succession de plans séquences, on a le temps de vraiment rester avec ces personnages-là, parce qu'il peut pas filmer en champ contre champ à cause de... Voilà, il faut que les gens se fassent des gestes, il faut qu'ils se comprennent, ils s'interpellent. Enfin, il y a toujours un côté vraiment très... Comme tu disais, un balai, les bras, enfin, voilà, les corps. Et ces corps restent vraiment, je pense, ancrés dans... Moi, je les ai encore en tête. Surtout, l'aspect très glauque de l'univers. Il n'y a pas de décoration, quoi. Et l'univers de cette espèce de... Pour moi, c'est une espèce de prison pour adolescents où ils apprennent de manière vraiment radicale la vie. rien que le simple fait qu'ils divisent comme ça autant, je trouve fait du bien dans le paysage cinématographique. Voilà. Après, fait peut-être pas du bien pour ceux qui ont détesté le film, mais je trouve que c'est quelque chose qui est quand même qui est pas plus mal. C'est comme la pièce par exemple de McCain, si je fais une parenthèse sur le théâtre, qui est voilà, en train de diviser tout le monde, et c'est très bien qu'il y ait des œuvres, je pense, qui font qu'on du coup on est soit vraiment contre, soit vraiment pour. Enfin, oui, bien sûr, oui, je comprends, mais je ne démords pas que pour moi, il n'y a rien dans ce film, quoi. Enfin, c'est vraiment juste des concepts, c'est de l'auteurisme marketé, quoi. Je vois pas où est le cinéma là-dedans, enfin, c'est vraiment nul. Pour moi, c'est nul. ok. Désolé. Non, mais non.